Bonjour tout le monde, bienvenue à Balado Prévention, le podcast où on parle de santé, sécurité au travail et de sécurité routière. Pour une rare fois aujourd'hui, je suis seul. Julien Lavoie-Leblanc, mon collègue, ne m'a pas accompagné sur la route parce que l'enregistrement se fait en direct de Québec. Avant de parler de mon invité pour aujourd'hui, probablement que ce podcast-là va sortir au début de l'année 2019, donc j'invite tout le monde, si vous avez des besoins en formation, d'aller sur le site de Via Prévention, viaprévention.com, aller voir les sessions de formation ouvertes qu'on donne principalement là, pour le transport de marchandises dangereuses. Si vous avez quelques travailleurs à former, vous pouvez aller voir là, les dates qu'on a ouvertes pour ça. Sinon, on a à l'automne sorti plusieurs documentations vraiment intéressantes, notamment par rapport aux accessoires de chariots élévateurs et par rapport aux paletiers, l'inspection des paletiers. Donc, je vous invite à aller consulter ça. Et je pense que ça va être pas mal tout pour les plugs pour aujourd'hui. On va commencer dès maintenant avec mon invité, Jean-Philippe Lamonde de l'APSAP. Salut! Comment ça va? Ça va super bien. Une belle journée, pas ensoleillée. Il pleut pas, au moins. C'est grisounet, Ouais. Jean-Philippe, merci d'avoir accepté l'invitation de venir sur Balado Prévention. Ça me fait plaisir. Merci à vous de l'invitation. On essaie d'avoir du monde qui ont pas des parcours atypiques, mais qui ont des aspects un peu uniques là, dans le monde du travail, de la santé, sécurité. Et toi, tu es kinésiologue. Ouais, je fais bouger des choses à distance. Ça, c'est kinésie... Je sais pas, kinesthésie, kiné quelque chose. Mais là, cette affaire-là. Mais kinésiologue, moi, quand je pense à sport. Ouais. Je pense à Faut pas que ça soit méchant, là, mais ça sonne un peu comme un gars dans un gym qui te montre comment faire tes affaires. Écoute, j'ai fait ça pendant plusieurs années, avant ma carrière dans les ASP. Mais écoute, à un moment donné, j'étais tanné, j'avais pas vraiment le goût de perdurer là-dedans, fait que je suis parti vers la santé, la sécurité, puis les ASP. Mais la kinésiologie, c'est bien plus que le sport. Là. En fait, c'est un métier de prévention. Nous, on dit qu'on fait partie des 4 préventionnistes en santé avec les ergothérapeutes, les physiothérapeutes puis les médecins. Puis c'est vraiment la promotion des bonnes habitudes de vie, y compris l'activité physique, pour prévenir les problèmes de santé. Essentiellement, c'est ça la kinésiologie. T'es kinésiologue, bouger des choses, aider les gens, Qu'est-ce qui t'a amené après ça de passer de l'aspect plutôt sport à l'aspect sécurité au travail? En fait, moi j'ai fait mon parcours scolaire à l'Université Laval, à Québec. Et puis en kinésiologie, durant tout notre parcours, ils nous disent, dans le fond, à un moment donné, il faut que tu choisisses entre un des 4 champs d'activité principaux à la kinésiologie à l'université, à savoir la préparation sportive de haut niveau, la recherche, la santé, je vais dire la santé en collectivité, là, dans les C3S par exemple, Okay. amener les gens à être actifs, et la santé au travail essentiellement. Ça passe beaucoup par l'ergonomie, mais il y a un paquet d'autres choses aussi quand on parle de prévention de la santé, la promotion des bonnes habitudes de vie, promotion des bonnes habitudes alimentaires, activité physique, sommeil, qui est un peu en lien aussi avec la norme entreprise en santé. Fait qu'il y a un peu de ça dans le programme de kinésiologie à l'Université Laval. Moi, quand j'ai fait mon parcours, je l'ai fait en parallèle dans 2 de ces champs-là, avec la santé des personnes puis la santé au travail. Okay. Mais quand j'ai fini mon bac, j'étais dans un gym, je me disais non, je veux pas faire ça toute ma vie. C'est le fun, mais je veux pas être dans un gym toute ma vie. Fait que j'ai continué, j'ai fait la maîtrise en gestion de la santé et de la sécurité du travail de l'Université Laval. Donc le bac en kinésiologie nous amenait entre autres vers ça. Puis moi, dans le fond, quand je suis rentré en kinésiologie, je voulais pas faire la kinésiologie. Okay. Je connaissais pas ça. Moi, c'est mon orienteur au cégep qui me disait, je disais, moi, j'aimerais ça être physiothérapeute. Je faisais du sport, j'avais tout le temps mal, puis je trouvais que ce métier-là avait l'air super. Sauf que j'avais pas les notes pour rentrer en physiothérapie. Fait qu'il me dit, ce que j'ai entendu parler, c'est que tu peux monter tes notes dans un programme facile, comme la kinésiologie, par exemple. Puis après ça, tu pourras rentrer en physiothérapie. Fait que je dis, OK, je vais essayer ça. J'ai rien à perdre, finalement. Puis finalement, j'ai juste trippé bien raide sur le concept de la prévention. La physiothérapie, oui, c'est de la prévention, mais il y a aussi de la thérapie, ça le dit. Fait que les gens ont mal, les gens sont blessés, tu vas les voir, puis on te guérit.
Mais moi, quand je suis rentré en kinésiologie, j'ai vu l'autre facette qui est vraiment tout l'aspect... Avant de te rendre avant de jusque-là. te blesser, tu sais. Puis c'est là que j'ai trouvé ça super intéressant. Puis je réalisais pas à ce moment-là dans quoi je m'embarquais non plus, parce que c'était un gros défi de convaincre les gens de prendre du temps de s'occuper de leur santé au lieu de s'occuper de leur maladie à quelque part. Tu sais, ça prend du temps de s'occuper de la santé, mais ça prend aussi beaucoup de temps de s'occuper de la maladie. Fait que là, c'est ça notre défi en prévention, c'est d'amener les gens à prendre du temps de s'occuper de leur santé. Puis dans le cadre de mon parcours, ben, je suis passé plus d'activité physique vers la santé et la sécurité au travail. C'était une branche qui était quand même populaire. Je sais me semble qu'il y a beaucoup de monde qui s'inscrit dans ces programmes-là. Est-ce que la partie travail, êtes-vous une gang ou le monde sont vraiment axé sur... Le programme est surtout fait vers le sport? Surtout fait vers le sport, mais je te dirais que sur les 4 volets que je vous ai présentés tout à l'heure, ils se pointaient à mon époque, là, quand moi j'étais là, parce que ça fait déjà quand même 15 ans passés. Là. C'est bon. C'était comme le volet numéro 2 au niveau de popularité. Là. Mais c'était pas non. C'était un petit programme aussi, de toute façon. On était dans le temps une 60aine d'étudiants. Ah, boy, OK. Fait que si on était 10 ou 15 à aller vers ça, c'était beau, là, à ce moment-là. OK, parce que de mon expérience, ceux que je voyais à l'université, moi j'étais à l'Université de Montréal, puis ceux en kin, me semble, peut-être que l'université, c'est juste le programme qui prenait plus de monde, mais il était 200, puis ça avait l'air d'être justement du monde qui arrivait des camps de jour, puis un peu trop énervé. Il y avait quand même des nuances entre les différents programmes, je crois, là. Fait que je sais pas si lui, l'Université Laval, attirait les mêmes genres d'individus. Il était plus, de ce que j'en connais, parce que moi j'ai pas été à Montréal, mais de ce que j'en connais, il était vraiment plus axé vers l'aspect scientifique de l'activité physique à l'Université Laval. Alors que peut-être des gens qui étaient plus vers le côté sport ou bouger ou être actif étaient peut-être moins intéressés par celui de l'Université Laval. Mais d'un autre côté, il y avait une plus-value au niveau des connaissances profondes de l'anatomie puis de la réaction du corps à l'effort, finalement. Okay. Et là, tu termines ta maîtrise. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé par après? En fait, j'ai eu la chance de la maîtrise. Je l'avais choisie pour une raison assez fort simple, c'est qu'il n'y avait pas de mémoire à rédiger. C'est un gros problème, quand même, je pense. C'était une maîtrise avec stage, essentiellement. Okay. Et dans un de mes cours, j'avais la chance d'être en équipe avec un ancien employé de l'APSAP, qui était, lui, rendu à ce moment-là à l'APSAM, aux affaires municipales. Et lui, il m'a dit, écoute, si tu veux, je vais laisser un mot à la directrice à l'APSAP. Si tu veux faire tes stages-là, je pense que c'est un beau milieu pour toi pour commencer puis à faire tes classes en santé et sécurité. Fait que, il a parlé à l'ancienne directrice, je me suis présenté, ils m'ont fait un stage. Puis les choses font bien la vie fait bien les choses. Il y a quelqu'un qui a quitté vers la fin de mon stage l'APSAP. Fait que j'ai eu droit à mon poste après ça au début de l'année 2005. Puis depuis ce temps-là, je suis conseiller à l'APSAP sans regret et sans relâche. Et puis là, depuis récemment, tu as un nouveau poste ici. Oui, on a créé un poste de coordination ici à l'association. Donc, ça fait maintenant 1 an que je fais ce rôle-là qui vise vraiment à faciliter le développement de produits, d'outils, aider les conseillers aussi à s'améliorer, à performer, à devenir des meilleurs conseillers finalement dans leur quotidien. On a mentionné l'acronyme l'APSAP. C'est quoi ça, l'APSAP? C'est l'association paritaire sectorielle dans le secteur des affaires provinciales. C'est quel genre d'organisation ou de personnes que vous... En fait, nous, notre clientèle, c'est essentiellement tous les ministères et les organismes de la fonction publique du Québec, sauf tous les domaines de la santé qui sont desservis par la STAS et les commissions scolaires aussi, qui n'ont pas, à ma connaissance, du moins, ils n'ont toujours pas desservis par des ASP. Fait que sinon, c'est l'ensemble des ministères et des organismes. C'est certain, quand on pense à ça, moi, même quand je suis rentré ici, je me disais, voyons donc, c'est juste du travail de bureau dans l'administration provinciale. Là, qu'est-ce que je vais aller faire là? Des ajustements de postes de travail à n'en plus finir. C'est vrai que c'est beaucoup de ça, mais quand on est dedans, on se rend compte que la population, elle est hyper diversifiée. On a beaucoup de fonctionnaires, bien sûr, mais il y a aussi un grand nombre d'agents de la paix, quand on pense aux policiers, aux agents de service correctionnel, aux agents de la faune aussi. Fait que ça, c'est un type d'emploi qui est bien différent des autres. Il y a des mécaniciens dans les garages du Cégère.
Oui, les acronymes, il y en a beaucoup, je m'excuse. Voilà. C'est comme ça qu'on fonctionne ici. C'est genre, je pense que c'est les équipements routiers du gestion, et ça, exactement, gestion des équipements routiers. Fait que dans le fond, c'est des garages qui réparent toute la flotte de véhicules du gouvernement. Il y a justement les ouvriers du ministère des Transports, il y a des gens il y a des vétérinaires, il y a des enseignants, il y a des laboratoires, il y a des morgues, il y a des artistes aussi, parce qu'il y a le Centre de conservation du Québec aussi qui répare toutes les œuvres qui appartiennent au gouvernement du Québec. C'est ultra impressionnant de voir ça aller. Fait que tu sais, en grattant, là, on se rend compte qu'il y a des risques beaucoup plus variés que le simple poste de travail avec écran de visualisation. Là. Puis ici, vous offrez des services de formation, d'aide, j'imagine, au comité. Ouais, de l'aide spécifique à ces personnes? On a 5 thèmes qu'on aborde essentiellement. Ce qu'on appelle, nous, l'organisation de la prévention, qui est la formation puis le support au comité de santé et sécurité du travail. Il y en a plus de 500 maintenant dans la fonction publique, des comités de santé et sécurité du travail. Puis pour nous, on veut qu'ils soient vraiment nos locomotives en santé et sécurité du travail. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on veut qu'ils soient vraiment notre point de chute, qu'on travaille avec eux le plus possible, les supporter, pour qu'on identifie avec eux les risques dans leur milieu de travail et qu'on les aide à trouver des solutions qui sont justes et qui essaient d'éliminer le risque, bien sûr, ou de les contrôler. Fait que c'est nos acteurs principaux dans la fonction publique. Il y a de la formation de ces comités-là, puis l'accompagnement sur les différents sujets aussi. Fait que ça, on l'appelle l'organisation de la prévention. On a bien sûr tout le volet ergonomie en milieu de travail, considérant que c'est beaucoup de personnes qui travaillent entre autres avec des ordinateurs. Fait qu'on a développé différents outils, dont un outil en ligne là, qui permet l'auto-ajustement d'un poste de travail qui s'appelle Adapt. C'est super intéressant. Mais on a aussi plein d'outils qui sont disponibles gratuitement, pas juste pour notre clientèle, mais pour tout le monde qui veut avoir des fiches techniques, comment ajuster leur poste de travail, des affiches sur comment ajuster leur poste de travail. On a tout ça disponible gratuitement sur notre site web, www.apsap.qc.ca. Puis après ça, puis évidemment, l'ergonomie, c'est pas juste le travail avec écran de visualisation, c'est aussi la manutention, c'est aussi un paquet d'autres choses. Fait qu'on travaille beaucoup dans ce thème-là. On a aussi tout le volet qu'on aborde, c'est le volet de la violence dans les rapports avec la clientèle. Parce qu'il y a certains de nos clients qui sont, c'est pas à tous les jours nécessairement, mais qui sont victimes de violences de la part de leur clientèle. Qu'on pense au ministère du Travail, d'Emploi, de la Solidarité sociale, à la CNESST aussi. Des fois, les gens ne sont pas contents des décisions rendues, fait qu'ils se fâchent contre leurs agents. C'est ça, donc vous occupez des employés de la CNESST. Exactement, les employés de la CNESST sont nos clients à nous. Donc, on intervient là-dedans, on les aide à se donner la prévention de la violence, à mettre en place des équipes d'intervention. Vous avez peut-être vu ça dans certains milieux, des fois, qu'on appelle des boutons panique. Là. Quand les gens pèsent sur le bouton panique, nous, on s'assure qu'il se passe quelque chose au bout du piton panique. Okay. Des fois, moi, j'entends « il y a un piton panique, ça sonne. » Oui, mais qu'est-ce qui se passe quand ça sonne? Là, c'est ça. Là. On met une couverte. Ça sonne, là. Ça sonne, là. On met une couverte par-dessus. Fait que nous autres, on forme des gens pour intervenir puis supporter leurs collègues dans ce temps-là. Ça, c'est une autre chose qu'on fait. Après ça, on a le volet qui est, je veux pas dire à la mode parce que ce serait pas le bon mot, mais qui est très exigeant, je dirais, de ce temps-ci. C'est tout le volet de la prévention de la santé psychologique au travail, qui est une des causes d'absentéisme principales dans notre milieu de travail, on va se le dire. Et nous, on travaille beaucoup avec la littérature. On parle de risques psychosociaux, que ce soit la charge de travail, que ce soit les changements dans le milieu de travail, que ce soit les relations interpersonnelles, que ce soit la reconnaissance et j'en passe. Donc, il y a différents risques psychosociaux. Nous, ce qu'on aide beaucoup, justement, c'est les comités de santé et de sécurité du travail à trouver des moyens de les identifier, ces risques psychosociaux. D'abord, à les connaître le vocabulaire de tout ça. Après ça, à les identifier dans leur milieu de travail, ces risques psychosociaux-là. Puis après ça, essayer de trouver des solutions sur lesquelles ils ont une capacité d'agir. Parce que souvent, les comités, ils voient grand, puis ils veulent faire des grandes choses. Oui, exactement, mais des fois, c'est hors de leur capacité. Ouais. Des fois, ça revient de l'organisation bien plus que d'eux autres. Mais comme nous, on travaille avec les comités, on veut vraiment les aider à trouver des solutions qui sont dans leur capacité d'agir. Fait que souvent, on dit que c'est des petits pas, mais tous ces petits pas-là, ils font une grande marche finalement. Puis ça a des super bons résultats. C'est super intéressant.
Puis le dernier volet que nous, on aborde à l'association, c'est le volet qu'on appelle, nous, sécurité des travailleurs, plus pour nos ouvriers. C'est là qu'on donne des cours plus techniques là, sur la conduite sécuritaire de chariot élévateur, la conduite sécuritaire de nacelle. Ce qu'on voit plus souvent classique. Oui, exactement. La personne de SST. Exactement, le classique SST, là, on le fait aussi parce que, comme je vous disais tantôt, c'est pas juste des employés de bureau qu'on a des ouvriers, on a vraiment une diversité de personnes, fait que ça touche beaucoup notre clientèle aussi. Il me semble que quand on pense à l'administration publique, c'est une grosse machine, ça a l'air compliqué, ça a l'air long. Est-ce que, par les interventions que les conseillers ici font avec ces différents groupes-là, est-ce que vous voyez les choses avancer? Tranquillement, pas vite. Ça dépend beaucoup de nos interlocuteurs, bien sûr, aussi. Nous, on ne peut que recommander, essentiellement, puis conseiller les gens. Des fois, ça va super vite, mais des fois, ça prend plus de temps, c'est certain. Mais on voit les choses avancer. Mais avec le temps, comme je disais tantôt, nous, on croit beaucoup à travailler avec les capacités d'agir des gens. Fait que si on voit que de pousser trop loin, ça ne fonctionne pas, on va revenir un peu en arrière, mais on va s'arrêter à qu'est-ce qu'on est capable de faire. C'est un petit pas, bien sûr, des fois, on aimerait ça en faire beaucoup plus. Mais c'est un petit pas, mais au moins, c'est un pas dans la bonne direction. C'est drôle parce que je m'étais préparé des notes. Puis déjà, avec tous les points que tu as mentionnés, il y a plein d'éléments auxquels peut-être j'avais une appréhension. Je pensais que j'aurais pas cru que la portion santé pouvait prendre une portion aussi grande. L'aspect santé psychologique en particulier. Donc, la place, ça pouvait prendre, je pensais pas que c'était aussi important que ça. Ben, c'est certain que c'est pas réglementé aussi clairement que d'autres choses en santé et sécurité au travail. Bien sûr, il y a des articles, il y a de la jurisprudence qui dit que c'est important. Je suis tout le temps trouvé que la jurisprudence parlait plus de harcèlement qu'autre chose, mais reste qu'elle est présente. Même les inspecteurs de la commission, certains d'entre eux sont formés pour intervenir en santé psychologique de base dans certains établissements aussi. Mais pour nous, c'est une demande qu'on a de notre clientèle qui est de plus en plus fréquente. Puis souvent, là, ça nous arrive en disant « Ouais, mais nos gens sont stressés. Qu'est-ce qu'on peut faire? » C'est le stress. Ça, c'est tout le temps le stress. Fait que nous, c'est tout le temps notre porte d'entrée. Puis là, c'est là qu'on commence à faire notre travail de conseil. On dit « OK, ouais, mais qu'est-ce qui cause ce stress-là? » Parce que juste te parler, de dire « Écoute, moi, j'ai un bon truc pour toi pour gérer ton stress. Va bouger, va faire l'activité physique, yoga chaud, respire. » Tout ça, c'est bien beau. Ça fonctionne. Ça fonctionne pour un individu pour gérer son stress à très court terme. Mais dans ton organisation, tu ne feras pas du yoga toute la journée. Là. Tu ne feras pas de la course toute la journée. Fait que ça prend d'autres moyens, mais surtout, il faut identifier ton facteur de stress. Qu'est-ce qui te stresse dans l'ensemble des facteurs de risque présents dans ton milieu de travail? C'est ça qu'il faut identifier d'abord. Puis des fois, c'est pas facile. Des fois, juste pour une organisation, de mettre le doigt sur le bobo, c'est pas évident. C'est pas mauvais de parler de stress et de la gestion générale du stress, mais ça a un impact très limité sur la prise en charge et sur le contrôle de ce risque-là. Essentiellement, il faut vraiment... C'est dur, là. C'est dur, il faut gratter le bobo, il faut se dire qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas réellement. Puis à partir du moment où on a bien identifié notre risque, bien là, on peut trouver des solutions qui sont adaptées à cette problématique-là. Parce que si les gens sont... Moi, ça m'est arrivé quelques reprises, les gens disent « Ouais, on est stressé », puis là, je leur dis, mais qu'est-ce qui vous stresse? Ben, c'est beaucoup les relations avec la clientèle, les relations de clientèle difficiles, agressives, justement. C'est parfait, on va travailler là-dessus. Mais je ne travaillerai pas sur la charge de travail. C'est pas ça qui vous stresse aujourd'hui chez vous. Puis, mais c'est ça, il faut l'identifier, ce facteur de stress-là. C'est tout le temps la première chose. Puis, c'est le bout qui est pas nécessairement facile pour tout le monde parce que c'est encore un peu tabou, ce thème-là de la santé psychologique au travail. Heureusement, là, ça s'ouvre tranquillement pas vite, mais ça reste encore qu'il y a des préjugés. Il faut encore travailler sur la sensibilisation des gens beaucoup là-dessus. Nous, on est nous-mêmes en train de se dire, bon, il faudrait peut-être refaire un pas en arrière. On est super motivés, on voit plein de choses, on voit plein de littérature. On se dit, ouais, on devrait parler de ça à notre clientèle. Puis des fois, on se dit, ouais, ils sont peut-être pas rendus là nécessairement. Peut-être que si on revient à la sensibilisation des gens, pour commencer, ce sera un bon départ. Puis ça va nous aider à mettre une table plus solide pour vraiment parler des risques psychosociaux. L'APSAP, je pense que vous desservez l'ensemble de la province. Ouais. Est-ce qu'il y a des particularités régionales, étant donné que des fonctionnaires de l'administration publique, on couvre absolument partout. Mm-hmm. Y a-t-il des points que vous réalisez qui sont vraiment distincts de quelqu'un qui est dans la région de Québec versus sur la côte nord ou la Gaspésie? C'est variable.
Je dirais que le point le plus qui me vient à l'esprit, qui me touche le plus, c'est ce qu'on voit de plus en plus dans les régions, c'est la gestion à distance. C'est-à-dire que les gestionnaires ne sont pas sur place. Tu peux avoir un gestionnaire à Québec, mais qui gère une équipe, par exemple, dans le bas du fleuve ou même en Gaspésie. Fait que ça, c'est particulier pour les travailleurs de ne pas avoir ce support-là, ce soutien-là, cette gestion-là qui est à proximité. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve plus en région que dans les grands centres, bien sûr. Mais sinon, c'est variable d'une équipe à l'autre. Les risques à la santé sont variables. Puis l'ergonomie d'un poste de travail, ben c'est pareil à Chicoutimi qu'à Sherbrooke. OK. On va revenir sur l'aspect santé-sécurité. Il y a un autre volet de toi que j'aimerais aborder. C'est peut-être qu'il y a un aspect moins connu des travailleurs que tu as rencontrés. C'est tu es musicien. Je suis musicien. Moi, je te connais parce que tu joues de la basse dans un band punk rock qui s'appelle Mute. Oui, exactement. J'aimerais tu nous parles un peu de tout ton parcours dans le musicien. Dans l'univers de la musique. OK. Ça a commencé tout ça au milieu de mon secondaire avec un de mes amis. On s'est dit, hey, on écoutait du Nirvana dans le temps. Je pense que j'imagine l'album Unplug ou je sais pas quoi qui venait de sortir. Puis on aimait bien ça, fait qu'on s'est dit, hey, on se part un band. On se part un band d'hommage à Nirvana. OK. Fait que j'ai dit, moi, je vais m'acheter une guitare. Mon chum, il dit, je vais m'acheter un drum, puis on commence. Ouais, c'est comme ça. les gros défis pour commencer. Fait que mon chum, il dit finalement, ouais, je pourrais pas m'acheter de drum. Ma mère veut pas qu'il rentre dans l'appartement. Je dis, oh, OK. Il dit, je vais m'acheter une guitare. Je dis, correct, dans ce cas-là, je vais m'acheter une basse. C'est comme ça que j'ai commencé à jouer de la basse en jouant des covers de Nirvana. Pic ou pas de pic? Ça, c'est la bonne question. J'ai commencé avec un pic. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, je trouve que ça sonne mieux quand je joue avec mes doigts, donc pas de pic. Puis une fois que j'ai appris toutes les chansons que je connaissais avec mes doigts sans pic, j'ai lâché le pic, puis je suis jamais retourné en arrière. Je le regrette un peu des fois. J'aimerais ça être encore capable de jouer avec le pic, mais pour aller vite, comme on joue, je suis pas capable de revenir au pic. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis après ça, à la fin du secondaire, il y avait le gros groupe de l'école secondaire qui avait besoin d'un nouveau bassiste qui était Mute. Fait que ils m'ont demandé de venir me joindre à eux. Fait que j'ai accepté avec plaisir. On a fait notre premier spectacle. J'ai fait mon premier spectacle avec eux quelques mois plus tard. Puis on est aujourd'hui en 2018, puis ça fait 20 ans qu'on fait ça. Dans un mois, un peu moins qu'un mois, on fait un gros spectacle à Québec pour célébrer nos 20 ans de carrière. C'est ça, on n'a jamais regardé en arrière depuis. Ça a pas. Moi, je suis toujours là. On a fait des tournées internationales. On est allé, 7-8 fois en Europe, 4 fois en Amérique du Sud, au Japon, en Russie. Canada, États-Unis. On a fait plusieurs tournées au travers de ces 20 années-là. Pour ceux qui n'auraient aucune idée quand on parle de Mute, là, ça sonne comment? C'est comment qu'on pourrait caractériser ce groupe-là? Je pourrais vous dire que ça ressemble à la scène ou au groupe punk rock du milieu des années 90 en Suède puis en Californie, mais ça ne dirait peut-être pas plus grand-chose aux gens. Mais si je pense à des groupes populaires auxquels vous pourriez dire ça ressemble un peu, je penserais rapidement à The Offspring, qui est quand même pas mal populaire puis qui joue pas mal à la radio aussi. Fait que The Offspring, Rise Against un peu aussi, avec qui on avait fait une tournée. Bad Religion, qui est peut-être un peu plus connu aussi. Fait que ça, c'est comme les gros noms connus de la musique punk rock rapide, un peu comme on le joue. Pour ceux qui ont baigné un peu là-dedans, là, je vais m'inclure, le band Satanic Surfer, oui. Est-ce que ça a été une influence? Parce qu'ils avaient la particularité d'être à moitié comme Satanic Surfer, c'est-à-dire que le drummer chante en même temps. C'est certain que ça a tout le temps été un groupe qu'on a adoré écouter. On a joué des reprises de ce groupe-là depuis des années. On en a fait une quantité industrielle, une quantité monstre. Mon drummer a tout le temps trippé sur le jeu de drum puis la voix de Rodrigo aussi. Même qu'il y a un tatou des Surfers aussi. Ah ouais? Depuis des années, depuis que je le connais. En fait, je pense que je ne l'ai jamais connu sans ce tatou-là. Fait que ça a été une influence, mais on s'est pas dit « il faut que notre drummer chante comme Satanic Surfer okay. ». C'est arrivé que quand, dans le fond, avant que moi je joigne le groupe, c'est le bassiste qui chantait.
Mais quand il a quitté, on s'est dit, ça nous prend un chanteur, ça va être qui? On s'est regardé les 4, puis moi j'ai dit, je peux en faire une. Le drummer Étienne, il a dit, moi je peux en faire aussi. Puis notre autre guitariste à l'époque, il dit, moi aussi je peux en faire. Fait qu'on s'est ramassé à 3 chanteurs. Comme ça, à se partager les chansons. Il y en a un qui a quitté depuis, mais Étienne puis moi, on est toujours présents dans le groupe, puis on se partage effectivement les joies de la voix dans le groupe. Mettons que quelqu'un voudrait savoir là, exactement Mute, comment ça sonne. Y aurait-tu une chanson que tu pourrais les guider vers... Mettons, là, on va sur YouTube, on écrit Mute. Quelle chanson on devrait écouter la tune qui représenterait Mute selon toi? Je sais que c'est comme des enfants, j'imagine, un peu de ces chansons-là. Je dirais qu'un accès facile à nous pour commencer à nous connaître, c'est une reprise qu'on a faite de Mr. Big, To Be With You. Ça, c'est comme un accès plus facile pour les gens qui sont pas trop dans ce genre de musique-là. Sinon, une des chansons avec laquelle on a eu beaucoup de succès, c'est Bates Motel, qui nous a amené beaucoup de succès aussi. Puis là, on a des beaux vidéoclips depuis ce temps-là aussi, que moi j'adore aussi, mais comme porte d'accès, je dirais ces deux-là facilement. Là. Par rapport au vidéoclip, moi, ça a été ma porte d'accès vers votre band. Ça a été le vidéoclip Remember S. Jenkins. Je me rappelle avoir vu ça, je pense, à 1, 2, 3 Punk. Oui, exactement. À Musique Plus. Puis j'ai réalisé cette semaine, en faisant mes recherches, sachant que je m'en ai de voir, que c'est toi qui chantes. Oui, c'est moi. J'avais jamais réalisé. Ouais. Malgré que j'ai vu le vidéo. Oui, mais dans le vidéo, c'est de l'animation. Ouais. C'est de l'animation. Dans ce temps-là, on voulait pas être dans nos vidéos. On voulait de l'animation. Fait que on a été celui-là, puis la vidéo pour The Pillar, on a demandé à un gars qu'on connaissait de faire de l'animation pour nous, puis en tout cas, ça donnait un super beau résultat, puis on n'avait pas besoin de jouer puis de faker d'être content ou d'être en amour ou je sais pas quoi dans jouer avec vos instruments sur un terrain de tennis, pas dans ouais, c'est ça, on n'avait pas besoin de faire ça, fait que c'était parfait. Mais oui, c'est moi qui chante cette chanson-là. C'est-tu un peu... Est-ce que tu en connais d'autres, des gens qui sont musiciens, qui sont dans le punk rock puis qui font de la santé-sécurité? Qui font de la santé. Oui, j'en connais un autre. Oh! J'en connais un autre. Mon ami Vincent, le chanteur de Our Darkest Days, un groupe de Québec aussi, qui travaille, lui, pour une mutuelle de prévention. Ah, ouais. Ouais, fait que oui, j'en connais un autre. Mais là, tu t'étires l'élastique au maximum. T'as plus que j'y pense. Non, je connais d'autres kinésiologues qui font de la musique punk, mais en santé-sécurité, je pense qu'il y a juste Vincent. Okay. Que je connais. À Québec, cet été, ça a beaucoup parlé d'un avocat, qui faisait du death metal aussi, que je connais bien aussi. Fait que ça, c'était plutôt drôle. T'es allé à Radio-Canada, le Journal Le Soleil, la grosse presse pour l'avocat death metal. Y a-tu un lien à faire entre la santé-sécurité puis le punk rock? Ben, moi, j'en vois un. Puis c'est un peu ça qui m'a tout le temps poussé à faire ce métier-là de préventionniste en santé-sécurité, puis de musicien aussi. C'est que... Puis c'est drôle que tu aies parlé Remember Sammy Jenkins, parce que cette chanson-là aborde un peu ce thème-là aussi. C'est que moi, on dirait que dans la vie, je suis un gros calinours, je te dirais, là. Fait que j'aime ça que les gens autour de moi soient bien, puis ils se sentent bien, puis ils soient en sécurité d'une certaine façon. Fait que la santé et la sécurité, c'est ça. Moi, je veux, quand je fais ce métier-là de prévention, c'est parce que je veux que les gens travaillent longtemps, soient en santé longtemps, soient contents, soient heureux dans leur milieu de travail aussi. Ça, c'est mon volet santé-sécurité. Puis quand je fais de la musique, bien sûr, je le fais pour moi parce que j'ai du plaisir à le faire, mais j'ai autant de plaisir à voir les centaines de fans devant moi qui s'amusent, qui oublient leurs problèmes, puis qui se défoncent pendant 1 heure, 1 heure et demie de spectacle aussi. Fait que c'est ça le lien que je fais, c'est vraiment la joie de vivre de ces gens-là, là-dedans. Puis, tu t'es déjà fait reconnaître? Dans le cadre du travail? En formation, oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé à quelques reprises. Pas tellement souvent, mais à quelques reprises, c'est arrivé. Ou des fois c'est arrivé par la suite. Ils me disent « est-ce qu'on en parle des fois comme ça? » Puis là, ils me disent « je vais aller voir ton groupe. C'est le fun. » C'est un petit velours. Ils ne demandent pas de signer un CD ou signer un t-shirt. Non, ça, c'est pas arrivé encore. Non. Ah, peut-être un jour. Le band se poursuit toujours. Là. Bien sûr. Tu vois, là, on fait notre show 20e anniversaire, puis là, on est en train, dans le fond, de prévoir notre année 2019, les tournées qu'on va faire, les spectacles qu'on va faire plus en région. C'est parce qu'on essaie de pas trop jouer souvent dans les gros centres non plus. Mais là, on prévoit nos spectacles pour 2019. On devrait avoir une belle année encore.
Cool, mais je vous la souhaite, en tout cas. Merci bien. Y a-tu des blessures de bassiste? À jouer avec les doigts, y a-tu des blessures de musiciens? Des blessures au travail de musiciens? De musiciens. Je dirais que il y a tout le temps une question de posture quand on joue, là, qu'effectivement, faut bien s'ajuster pour être dans une bonne posture pour jouer. Mais tu sais, sinon, de base, là, des coupures, voyons, j'essaie de trouver le mot, c'est des ampoules. Des ampoules sur le bout des doigts. Fait que ça en fait beaucoup. Des infections possibles aussi. Mais le plus dur, c'est pas tant de jouer. T'sais, nous, on n'est pas on n'est pas rendu au stade des Rolling Stones. Il n'y a personne qui transporte nos affaires. Là. Fait que le plus dur, c'est vraiment tout l'aspect manutention de l'équipement, de soir en soir. C'est juste mon ampli, il est gros comme un frigo. Fait qu'à tous les jours qu'on est en tournée, il faut que je traîne un frigo avec moi. Fait que c'est vraiment tout l'aspect manutention qui apporte un danger. Puis là-dedans, il y a tous les graphings, les coupures, parce qu'on est dans des endroits restreints des fois. Il y a du métal, il y a du bois, il y a des escaliers. Ça va dans tous les sens. Puis les shows punk ont leur énergie aussi qui est assez particulière là, parfois. Dans la foule, oui. Moi, je suis protégé de ça sur scène. Quoi, des fois, ça arrive souvent que je reçois des micros d'en face, sur les dents, sur le nez. Y a-t-il encore des shows pas de sécurité en avant où les gens peuvent faire du stage dive? Oui, bien sûr. C'est les plus le fun, ceux-là. C'est les plus le fun, ceux-là. L'origine, là, c'est les OG. Oui, non, c'est vraiment les shows les plus le fun, ça. Des fois, quand il y a trop de distance avec les gens, je suis comme, j'aurais le goût qu'ils soient proches de moi, j'ai le goût de les voir proches. Mais il y a un autre risque auquel je pense aussi, c'est... encore une fois, on n'est pas le Rolling Stones, fait que c'est nous autres qui conduisent la vanne, là. Fait que toute la fatigue au volant, aussi, c'en est un. Des fois, là, on fait de la route de nuit d'une ville à l'autre là, pour arriver en temps, parce qu'on a 14 heures de route à faire entre deux spectacles, disons. Ben, c'est la fatigue au volant qui rentre là-dedans aussi. C'était un point que je voulais amener. Okay. Chez Via Prévention, une grande partie de nos membres, c'est des camionneurs. Mm-hmm. Puis je pense aux camionneurs, je pense à longue distance. Je pars sur la route justement un peu comme faire de la tournée. Je pars avec ma gang, je pars avec mon partner, je m'en vais en voyage à l'autre bout. Qu'est-ce que tu trouves difficile de partir en tournée? C'est-tu la route? C'est-tu l'éloignement? Comment tu vis ça, la vie de band on the road? Je trouve pas ça difficile. C'est le fun. Avec le temps, on a rapetissé nos tournées. Avant, on pouvait partir 5 semaines et même plus. Maintenant, on part au maximum 2 semaines quand on part en tournée. Il y a de la fatigue physique et mentale qui arrive en cours de route aussi parce que c'est peu de sommeil sur de longues périodes répétées aussi, avec des habitudes de vie pas tellement bonnes. Il ne faut pas se faire de cachette ici. Là. C'est des pas, rockstars. c'est pas juste de l'eau qu'on boit. C'est durant cette période-là aussi. Même la nourriture, des fois, c'est de la nourriture de dépanneur avec peu de vitamines. On essaie de faire attention, mais des fois, c'est juste le temps qui manque. Là. C'est une question de temps essentiellement. Puis après ça, ben oui, c'est l'éloignement du quotidien, de la famille aussi. Moi, j'ai une famille, fait que évidemment, la famille me manque quand je suis sur la route. Mais sinon, tu sais, il y a des gens qui sont faits pour ça, puis il y a des gens qui sont pas faits pour ça. J'en ai vu plein des musiciens qui ont arrêté après leur première tournée parce que ils n'aimaient pas ce mode de vie-là, d'être fatigué, de pas bien manger, d'être loin de ses affaires aussi, d'être tout le temps en proximité avec des gens que t'aimes bien, là, mais des fois, c'est parce que c'est pas juste un peu, là, c'est 24 heures sur 24 tout le temps avec ces gens-là. Dans un petit camion qui pue, là. Dans un petit camion qui pue bien des fois. Fait que ça, c'est le bout le plus difficile, mais tu vois, moi, ça me dérange pas, ces choses-là. Mais le plus dur, c'est vraiment l'éloignement de la famille puis la fatigue à long terme. OK. Il y a un petit retour par rapport à la santé-sécurité. J'avais entendu à quelque part, c'est un peu un running gag, le syndrome du bassiste. Oui. Est-ce que le responsable de santé-sécurité d'une organisation, c'est un peu le bassiste, tu penses, de son entreprise? Un peu la personne dans l'ombre qu'on... Oui, le fameux bassiste que personne ne connaît. Hein? Je sais pas, je pense que ça dépend de la personnalité des gens. Moi, j'ai des représentants de la prévention qui sont très, très, très connus dans leur milieu de travail. Okay. Limite tannant des fois. Mais
Mais non, en fait, nous, dans notre milieu, à l'administration provinciale, je te dirais qu'ils sont beaucoup utilisés par l'employeur, même si ça devrait pas être le cas. Si on se fie à la loi, là, ils sont vraiment comme utilisés, pas comme travailleurs, mais comme RP, à cause du temps de libération hebdomadaire, pour faire des actions au nom de l'employeur aussi. Bon, c'est le fun parce qu'il y a la prévention qui se fait. Ça va pas nécessairement dans le même sens que la loi, mais oui, et au moins il y a la prévention qui se fait. Ils sont relativement connus, même surchargés dans bien des cas. Puis moi, ça me fait peur parce que ces gens-là, quand pour X mille raisons, changent d'emploi ou ça leur tente plus d'être représentant de la prévention, bien, il y a beaucoup de connaissances qui se perdent à ce moment-là. Il y a très peu de transfert de connaissances avant le départ d'un RP dans un milieu de travail. Puis ça me fait peur. C'est pour ça que j'aime ça quand la santé et la sécurité est vraiment partagée au travers des différents acteurs. Que ça ne repose pas juste sur les épaules d'une personne. Oui. Puis c'est ça. Moi, ce que je perçois malheureusement dans notre milieu, puis je sais pas, c'est peut-être la même chose chez vous, mais dans notre milieu, c'est vraiment l'homme ou la femme à tout faire de la santé et de la sécurité. La réalité de chez nous est un petit peu différente. La grande majorité de nos entreprises, nous autres, ont très très peu de structures. C'est des très petites compagnies. Je pense camionnage, sur environ 15 000 membres qu'on a, on a à peu près 4-5 000 que c'est des entreprises de transport en vrac qui sont 2-3 dans l'entreprise. Ouais. Fait qu'on a une autre réalité totalement. Ces structures-là, on les a très très peu chez nous. Mais c'est vrai que où on en a, on se retrouve parfois à avoir un peu ce genre de situation-là. C'est-à-dire, le gars de santé et sécurité, c'est lui qui fait la sécurité. C'est ça. Tout passe par lui, puis c'est lui qui fait la job un peu d'autres, qui fait la job de d'autres intervenants dans l'organisation. C'est le fun parce qu'ils deviennent super bons dans ce qu'ils font. Ça, c'est un des côtés positifs. Mais c'est ça. Moi, j'ai tout le temps la crainte. Le taux de roulement est tellement élevé dans la fonction publique que j'ai tout le temps la crainte qu'ils quittent et qu'on perde toute cette connaissance-là. Okay. J'ai envie qu'on va se gâter. Vas-y. J'avais préparé un lightning round, des questions éclairs. Puis, étant donné que c'est rare que je croise quelqu'un qui fait étrangement le même métier que moi et qui a une passion commune, c'est-à-dire le punk rock, je me suis gâté. Je vais pas poser des questions, je veux que tu y ailles le plus... ce qui te vient à la tête. Ce qui te vient en tête en premier. J'ai-tu droit à plus qu'un mot ou c'est un mot maximum? Ah non. C'est pas si structuré que ça. OK. Mais on peut y aller. C'est pas obligé d'être rapide, on peut détailler quand même. Là. Une chanson que t'aimes particulièrement jouer. De ton band ou d'un autre groupe ou d'un autre musicien. Y a-tu une tune que tu fais comme celle-là, là, j'ai hâte ou j'aime ça, c'est elle qui me rend de bonne humeur? Moi, je joue essentiellement les chansons de mon groupe. Là. Je vais pas me faire de cachette avec ça. Là. Mais j'aime beaucoup jouer la chanson Wolf's Den. Okay. Wolf's Den qui est en fait l'histoire d'une bagarre dans un bar en République tchèque. Mais pas qu'il nous impliquait pas, je tiens à le mentionner. Ça nous impliquait pas, mais c'est une histoire de nazis et d'anti-nazis dans un bar en République tchèque. Je vais la réécouter parce que j'ai beau l'avoir déjà entendu, je n'avais pas compris cette question-là. Je vais la réécouter. Super. Un album, un band, une chanson que tu peux écouter en boucle sans t'écœurer. Encore là, de toi, de ton groupe ou d'un autre. Un album que je peux écouter en boucle. De ce temps-ci, là, puis c'est très présentement, là, parce que ça peut changer rapidement. J'aime beaucoup écouter l'album Be More Kind de Frank Turner, que j'adore. Sinon, j'aime des affaires plus soft aussi. J'aime beaucoup, je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup Le Dôme de Jean Leloup. Une chanson qui me fait... Je sais pas pourquoi, il y a un vibe, puis il y a une ambiance spéciale dans cette chanson-là aussi. Je pourrais l'écouter à plusieurs reprises sans trop me tanner. Dans les journées grises comme on a en ce moment, au mois d'octobre, là, ça peut être un peu donnant. Oui, mais écoute, il y a de la lumière dans le dôme. Si t'as des enfants, oui. Si t'avais un band, une toune à leur faire découvrir pour les faire embarquer là-dedans, y en aurait-tu une qui te vient en tête?
Un band, ça serait mon band. Même mon garçon, mon plus vieux garçon, souvent il nous demande de mettre mes chansons sur le système de son, puis là il danse, puis il saute, puis il s'amuse dans le salon. Il s'amuse dans le salon avec ça. Mais oui, je sais pas, ça serait plus vers mon band, je pense. Un album en particulier? De mon band à moi? Ouais. Écoute, là, tu me demandes de choisir mon enfant préféré, là. Encore une fois. Je sais pas, non, il faut que je les fasse en boucle. Il faut que je les fasse jouer en boucle. Ah, c'est fair, c'est fair play. Moi, j'ai fait écouter, pour ma petite, encore là, en me préparant, j'ai fait écouter MAP 26 décembre dans un centre d'achat. Oui. Puis ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu danser comme ça. Ouais. Je pense qu'elle a trippé sur le saxophone, le solo de sax dedans. Là. Oui, ben j'adore MAP. J'ai des vieux amis de longue date. C'est avec eux autres qu'on a commencé à faire nos classes. C'est eux autres qui nous ont sortis de Québec les premiers. Des super bons gars, puis on partage la scène avec eux le 20 octobre prochain. OK, cool. Dans notre spectacle 20e anniversaire aussi. Fait que oui, ça c'est un bon choix, en français en plus. Wow. Parce que la ville de Québec a été quand même un berceau de punk rock. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de bands qui arrivent d'ici. Moi, je viens des cantons de l'Est. Mm-hmm. Coin de Sherbrooke, je sais pas, c'était très ska. Oui, c'est vrai. C'est les vrai qu'il y a beaucoup de bands ska dans ce coin-là. Les connards à l'orange, les truites bioniques, des choses comme ça. Mais y a-t-il quelque chose de spécial dans l'autre Québec pour le punk rock? Non, je pense qu'on a eu la chance quand nous, on a commencé d'être influencés par des groupes très punk rock rapide, parce que c'était très à la mode dans ce temps-là. Fait qu'il y a des bands ici comme Try Again, comme From Grass to Cheese, qui nous ont beaucoup influencés puis qui sont restés dans nos gènes, je dirais. Fait que nous, on a fait perdurer cette tradition-là aussi, puis il y a quelques irréductibles aussi qui ont continué à aller là-dedans. Là. Je pense que nos influences étaient dans ce sens-là, puis ça a continué comme ça dans le temps, mais on avait des bands ska aussi, on avait des très bons bands ska aussi au Québec, mais actuellement, c'est vrai que c'est plus punk rock, puis encore plus hardcore. Là. Hardcore est pas mal ça coche à Québec. Okay. Un band que tu aurais aimé voir en show que tu n'as pas eu la chance? Hey, j'ai vu No Fun At All cet été, et là, j'étais content. Ça, c'est le band que j'attendais de voir depuis très, très, très longtemps puis que j'avais jamais vu. Sinon, un autre que j'ai jamais vu, que j'y pense, j'ai été chanceux d'en voir pas mal. Je pense qu'il y a un band que j'aimerais voir encore, qui n'existe plus, c'est un band de Suède qui s'appelait Atlas Losing Grip. Dans lequel le chanteur de Satanic a chanté sur 1 ou 2 albums, puis je trouvais ça très très bon, et j'ai jamais eu la chance de les voir malheureusement, mais je pense que c'est un band que j'aurais aimé voir en show. Sinon, les autres groupes, j'avoue que j'ai pas eu la chance de jouer, puis même de les voir jouer, puis de jouer avec eux, même voire de tourner avec eux aussi. Fait que ce soit, je sais pas moi, Strung Out, ça a été un de mes bands préférés. J'ai fait une tournée d'1 mois avec eux, Ten Football. Vous avez joué avec eux. Moi, je vous ai vu pendant la tournée 2-3 Punks. C'était, je pense que ça faisait la tournée des 8 ans, quelque chose comme ça. Puis dans le temps que Rise Again, c'était encore un petit groupe. Un petit groupe, c'est ça. Ça avait comme le 3e album. Maintenant, ils ont explosé. Ouais, c'est ça. Mais oui, ça, c'est. Ben moi, j'adorais les albums qui avaient sorti dans ce temps-là. Je capotais bien raide de pouvoir partir en tournée avec eux aussi. Fait que oui, c'est ça. On a eu cette chance-là au travers des années de jouer avec les groupes qu'on admirait le plus. Satanic Surfers, on a joué quelques fois avec eux. Bad Religion, quelques fois. MXPX, Millencolin. Offspring, on a joué 3-4 fois déjà avec Offspring. C'est fantastique, là, tu sais. Y a-tu un show mémorable dans lequel justement tu as joué avec un de ces bands-là, ou que tu as assisté, tu as fait comme je peux pas croire que je suis ici en ce moment? Ben, vite comme ça, je te dirais je crois que c'était 2014 quand on a fait le show au Festival d'été des Plaines d'Abraham avec The Offspring, justement. Ça, je pouvais pas croire que j'étais là. Sur le gros stage? Sur le gros stage, wow. Quand on a joué, il y avait pas loin de 35 000 personnes. Fait que c'est une marée de monde devant nous qui nous regardait jouer. Il y avait un bon stress cette journée-là. Là. J'ai pas tout le temps beaucoup stressé quand je fais des shows, mais celui-là, il y avait beaucoup de stress. Puis ça c'était incroyable. Toute la réponse, puis le nombre de personnes qu'il y avait, là, c'était
époustouflant. C'était fantastique comme spectacle, ça. Mais ça, c'est à grande échelle. Il y a plein de plus petits spectacles qui ont été tout aussi merveilleux, là. Quand je pense à des spectacles à Sao Paulo, au Brésil, dans des petites salles de rien du tout, mais complètement pacté. Il y a avec plus de place pour l'énergie. respirer. L'enfer, avec un son poche, là. On s'entend pas jouer, mais c'est pas grave. L'énergie est là, le monde, on est dedans. On est dedans, c'est super le fun. Je pense à un show aussi qu'on a fait qui est filmé à Bogota, en Colombie. Il y a plein de petits shows qui étaient... on est rendu à plus de 600, bientôt 650 spectacles. Fait que il y en a trop pour que je me souvienne de tous, mais il y en a des super bons dans tout ça qui sont des bons souvenirs, là. Tu peux remplacer un bassiste dans un band pour un show. Lequel? Aïe, bonne question. Ou admettons, là, t'es dans un show, t'es dans la foule, là, puis là, le bassiste, là, Il a mal. Il a mal, là, il faut quelqu'un pour venir remplacer pour une toune. Moi, mes bassistes préférés, c'est les bassistes des bands Face to Face puis No Use for a Name. Okay. C'est ça, c'est le genre de bass que j'aime le plus. J'aime pas ça quand ça en fait trop. Mais ces gars-là sont juste bien, ils sont présents, ils en font juste assez. Une en particulier que là s'il peut jouer Pastel ou Disconnected, je sais pas, y a-tu une qui Face to Face, j'aime bien Walk the Walk, il me semble que c'est ça, Walk the Walk. C'est certain que je l'aime bien aussi, mais il y a des super bons tubes sur le dernier album aussi. Je sais pas, c'est juste trop bon qu'est-ce qu'il joue. Fait que non, pas une en particulier. Tout, je le prends. Je le prends de A à Z. Cool. Ben, ça fait le tour de mon Lightning Round. Parfait. J'invite tout le monde, ceux qui ont pas... qui connaissent pas cet univers-là du punk rock, d'aller un peu googler là, les noms qui sont ressortis, puis aller voir les vidéoclips, les shows de Mute sur YouTube. Ça va te donner une bonne idée de l'énergie. C'est pas juste des piquants, puis des chaînes, puis des cheveux dans les airs, le punk rock. Là. Je nous regarde tous les deux, là. Les autres voient pas ça, mais moi, je nous regarde tous les deux. On n'a pas l'air de ça trop. C'est dans la vague du skate punk. Puis, c'est un style musical comme le sont tous les autres styles musicaux. C'est juste que celui-là est souvent associé à certains stéréotypes qui font peur, mais pour côtoyer ces gens-là depuis plus de 20 ans maintenant, des super bonnes personnes dans la majorité des cas. Moi, ma blonde appelle ça ma musique d'adolescent parce que c'est les mêmes bands que j'écoute depuis que j'ai 13 ans. Là, donc... je me tanne juste pas. C'est certain que j'écoute les mêmes aussi, mais j'essaie de m'ouvrir aux nouveaux aussi. C'est le fun de découvrir ces nouveaux-là. Puis je pense que ma blonde, elle pense comme la tienne, c'est juste qu'elle me le dit pas. Elle me le dit pas encore. Là, j'en profite là, en cachette un peu. Là, quand la petite, quand j'y donne son bain, je mets un petit peu de musique en background. Je me dis là, elle va l'assimiler plein d'années. Là. Elle va vouloir m'emprunter mes CD. Là. Une nouvelle génération de punk rock est née. Ça, punk's not dead. Super. Jean-Philippe, merci beaucoup. Merci à toi. C'était super agréable. Ben, je l'espère, parce que moi, j'ai passé vraiment du bon temps de pouvoir enfin ventiler là, mon amour du punk rock. Merci aux auditeurs de vous être rendus jusque-là. Je vous invite à aller sur la page Facebook de Via Prévention. Vous pouvez liker aussi notre page YouTube. On met toutes les vidéos des podcasts à cet endroit-là. Sur notre compte iTunes, si vous voulez les télécharger, écouter les épisodes dans votre voiture. Et si vous allez sur iTunes, laissez-nous 5 étoiles et un petit commentaire, ça va nous faire... On va être bien, bien contents de cela. Et pour rejoindre les gens de l'APSAP, www.apsap.qc.ca, c'est la meilleure façon de nous rejoindre. Yes, sir. Jean-Philippe, merci encore une fois. Merci, bonne journée. Bye bye tout le monde.